Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons tout de suite ce journal avec les dernières informations relatives à la COP21 qui se déroule à Paris. Les équipes de négociateurs se hâtent pour atteindre un consensus autour d'un accord sur le climat, mais les organisateurs ont déjà admis que les négociations avaient pris du retard. Le président de la conférence, Laurent Fabius, a déclaré qu'un texte final qui dressera les contours d'une plus large utilisation des énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne et solaire, ne sera présenté aux quelques 200 pays participants que samedi, soit un jour en retard par rapport à ce qui était prévu. L'annonce du retard intervient au moment où certains participants et observateurs ont également déclaré que les discussions, qui se sont prolongées jusqu'à l'aube, n'ont pas été à la hauteur de ce qui était attendu. Mais le porte-parole de l'organe en charge du climat aux Nations Unies, l'UNFCCC, a rappelé que les retards pris sont de nature différente que ceux des dernières conférences. À Copenhague, les retards pris concernaient la correction d'une trajectoire qui allait dans le mauvais sens. Mais à Paris, il s'agit d'améliorer un consensus qui s'oriente vers la bonne direction. Nous avons encore le temps d'élaborer le texte final plus tard afin de le rendre encore plus complet. Ainsi, je pense que les gouvernements saisissent cette occasion pour dire « Nous sommes ici à Paris, pourquoi ne pas prendre 24 heures en plus pour élaborer un meilleur texte ?» As the Secretary General of the United Nations, I am urging the negotiators to make their decision. En tant que secrétaire général des Nations Unies, j'exhorte les négociateurs à prendre leurs décisions finales conformément à une vision globale. Ce n'est pas le moment de parler des perspectives nationales. Une bonne solution globale confortera a posteriori les bonnes solutions au niveau local. Et c'est ce qui aidera l'économie à faible impact carbone à lancer la dynamique du développement durable. Cause qui avait été adoptée par les dirigeants du monde avec enthousiasme au mois de septembre dernier. J'exhorte donc les négociateurs et je leur lance un appel. J'appelle les négociateurs de tous les pays impliqués à prendre une décision finale pour l'humanité. To take the final decision for humanity. Il y a encore 3 problèmes de rang ministériel en suspens. Il s'agit de la divergence de points de vue du capital et des forces de travail. La solution à ces 3 problèmes dépend du degré d'implication de chaque pays. Et chacun peut faire des choix différents. Nous espérons que la communication se poursuivra. La conférence sera une réussite si ces 3 problèmes sont résolus à temps. Avant que le projet d'accord final ne soit entériné, les émissaires chinois ont souligné la nécessité d'y faire figurer le principe des responsabilités communes mais différenciées. On les écoute. Concernant la délégation chinoise, nous partageons les principales inquiétudes de tous les membres de ce sommet. La question de la différenciation sera notre principale préoccupation pour l'accord de Paris. Nous aimerions que le principe des responsabilités communes mais différenciées soit stipulé et reflété dans l'accord de Paris. Nous poursuivons le même objectif. Nous souhaitons des résultats solides, immédiats à Paris. Nous souhaitons que l'accord soit juste, équilibré, ambitieux et juridiquement contraignant. C'est notre objectif. Environnement toujours. 7 mois se sont écoulés depuis que la Chine a commencé la construction du premier réacteur de démonstration dans le cadre de sa propre technologie nucléaire de 3e génération. Le projet Hualong 1 dans la province chinoise du Fujian fait partie des efforts visant à parer aux coupures de courant et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'une marque fabriquée en Chine. Le Hualong 1, ces réacteurs nucléaires de 3e génération, excelle en comparaison de ses prédécesseurs. La sécurité de la technologie nucléaire chinoise fait partie des plus avancées au monde en termes d'innovation sur la sécurité nucléaire et d'établissement des standards de sécurité. Il a tiré les leçons des réacteurs de 2e génération lors de l'accident nucléaire de Fukushima et y a ajouté des systèmes de sécurité passifs. Il utilise également une double enveloppe de confinement et peut résister au crash d'un grand avion de ligne et d'un séisme de magnitude 8. Avec 177 blocs de carburant assemblés dans le réacteur central, la puissance produite peut être accrue d'environ 10%. Le premier réacteur de démonstration Hualong 1 est construit dans le sud-est.
La centrale nucléaire de Fuqing est en train de construire un site modèle afin de présenter la puissance technologique nucléaire de Hualong 1. Cela ouvre un canal pour permettre aux technologies nucléaires chinoises de se développer sur la scène internationale. 2 de plus seront prochainement construits, un ici et un autre à Fangchenggang, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine. Les entreprises chinoises du secteur nucléaire ont signé de gros accords en 2015 en vue de construire à l'étranger. Et les perspectives de coopération sont immenses. De nombreux pays sur la trajectoire de l'initiative Une ceinture et une route sont dans leur phase de développement économique. Ils ont une importante demande en énergie. Contrairement aux centrales travaillant avec les carburants fossiles, les installations nucléaires ne génèrent pas d'émissions. Les radiations à l'égard des personnes vivant à proximité durant une année sont plus basses qu'effectuer un vol en avion. Le concepteur en chef de Hualong 1 déclare que les déchets des centrales nucléaires sont strictement contrôlés. La technologie actuelle a réalisé cela et il y aura une meilleure technologie à l'avenir. L'industrie chinoise du nucléaire fait évoluer sa technologie. La recherche et la production de la 4e génération de réacteurs sont déjà en cours. Nous passons maintenant aux actualités chinoises et nous restons dans le secteur de l'énergie. La Chine et l'Europe sont en train d'étudier la manière de créer un partenariat énergétique qui pourrait permettre de combler les besoins mondiaux en électricité. Les experts et dirigeants des entreprises du secteur se sont réunis à Berlin afin d'amorcer cette coopération. Au cours des 2 jours de ce sommet, qui a débuté jeudi, plus d'une vingtaine d'intervenants vont partager leur point de vue sur la manière de construire ensemble un Internet de l'énergie. Leurs discussions couvrent des sujets tels que la transmission du courant, les équipements industriels et les énergies renouvelables. Notre objectif commun est de nous débarrasser à terme des carburants fossiles et d'essayer de notre mieux de limiter les émissions de dioxyde de carbone. Les énergies fossiles ne sont pas illimitées et arriveront à manquer. Nous avons donc besoin des énergies renouvelables. Plus tôt nous modifierons notre utilisation énergétique et nous trouverons des solutions alternatives, et plus cela sera bénéfique pour la planète. L'Europe dispose d'une technologie avancée, particulièrement l'Allemagne, qui possède des avantages uniques au niveau de la fabrication d'équipements électriques. Nous espérons bénéficier des ressources de l'Europe en vue de développer de nouveaux équipements et de préparer la voie à des relations dans le futur. Selon certains analystes, les partenariats dans le domaine énergétique s'avéreront importants pour répondre aux besoins mondiaux en électricité, ainsi que pour lutter contre la pollution de l'environnement. Le partenariat proposé pourrait bénéficier aux 2 parties. L'Allemagne possède un secteur industriel avancé, mais le concept de réseau énergétique mondial relève les standards. Cela correspondra à une modernisation pour eux. De plus, l'Allemagne est très enthousiaste vis-à-vis du concept de réseau énergétique mondial et souhaite participer aux efforts de construction. Je pense que le réseau énergétique mondial permettra d'optimiser le développement des énergies renouvelables et d'offrir une solution possible pour répondre à la consommation énergétique mondiale. Au cours de son discours, prononcé à la tribune des Nations Unies, le président chinois Xi Jinping a proposé la mise en place d'un réseau énergétique mondial pour répondre à la demande en électricité à travers des alternatives propres et écologiques. Selon les experts, cette proposition de réseau pourrait permettre de distribuer une énergie bon marché, efficace et accessible à tous, et de générer des moteurs pour la croissance économique mondiale qui soient basés sur le développement durable. Cela pourrait aider à répondre à la demande énergétique et bénéficier à l'amélioration économique en vue d'un modèle plus durable. En Chine, l'entrepreneuriat est favorisé et pas seulement dans les villes. Nos équipes ont filmé un programme de formation agricole et de cours de start-up Internet. Ce programme est dispensé à plusieurs milliers de jeunes des zones rurales de la province du Liaoning. Âgé de 28 ans, Jiang Tingen a découvert le domaine professionnel qui lui correspond le mieux, à savoir la vente en ligne de spécialités locales telles que le riz et les crêpes chinois. Il y a quelques années, il débutait une carrière de vendeur. À l'heure actuelle, sa boutique hébergée sur le site internet Taobao, la version chinoise de eBay, compte 12 employés, 2 entrepôts et des commandes qui s'accumulent. Je pense que dans le cas du commerce en ligne, plus le produit est unique et plus il plaira aux acheteurs. Le succès de Jiang Tingen peut paraître banal, cependant peu d'entrepreneurs de start-up passent le cap de la première année, à plus forte raison lorsque ces entrepreneurs se trouvent en région rurale.
Plus que jamais, le développement rural est lié à l'entrepreneuriat, mais à l'heure de la domination d'Internet, les jeunes des zones rurales désireux de mettre sur pied leur propre affaire commerciale se trouvent souvent bloqués par un budget et des connaissances limitées. Pour résoudre ce problème, un programme de formation agricole et de commerce électronique est aujourd'hui dispensé à des milliers de jeunes de Panjin. Aucune condition n'est exigée pour y participer, si ce n'est un fort désir d'ouvrir son propre commerce. Le programme dure 7 jours. Il couvre des domaines clés du commerce électronique, tels que l'image du produit, les services aux clients, les techniques promotionnelles et la logistique. Ce programme a aidé de jeunes entrepreneurs à obtenir les compétences et la connaissance dont ils ont besoin. Cependant, le manque de capital risque de contrarier leurs ambitions. Le gouvernement local a donc proposé plusieurs moyens de les motiver, dont des espaces de bureaux gratuits. Il a aussi ouvert un site internet, lieu de rencontre des investisseurs et des nouvelles entreprises. D'ailleurs, le programme de l'année prochaine sera encore mieux adapté. Le programme futur sera divisé en 4 parties. Chacune d'entre elles est dédiée à un groupe particulier de jeunes. Une partie pour ceux qui ne sont pas certains de devenir entrepreneurs, une autre pour ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs, la troisième pour ceux qui viennent de commencer dans l'entrepreneuriat et enfin une dernière pour ceux qui exercent déjà mais qui veulent se développer. Dans le cadre de la campagne nationale de cette année et pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi, de nombreuses incitations sont proposées aux jeunes. Des jeunes qui tentent d'ouvrir leur propre entreprise au sein de plateformes financières et politiques comme Beijing ou Shanghai. Par ailleurs, le pays ne veut pas que les régions rurales soient à la traîne. Et nous finissons ce journal avec une page d'histoire. La résistance du peuple chinois contre l'invasion japonaise a duré 14 ans, de 1931 à 1945. Des millions de soldats chinois ont perdu la vie lors des combats au nom de leur patrie. Parmi eux se trouvait un talentueux pilote, Gao Zhiheng. 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Gao et ses compatriotes sont honorés au mémorial de la résistance du peuple chinois contre l'invasion japonaise. Les histoires de ces défenseurs de la paix rappellent aux visiteurs d'aujourd'hui le prix de la liberté. Né en 1907 dans la province du Liaoning dans le nord de la Chine, il s'appelait Gao Mingjiu à sa naissance. En 1925, Gao Zhiheng a été sélectionné comme l'un des 28 jeunes pilotes à suivre un séjour de formation de 2 années en France. En 1931, après l'invasion japonaise de la Mandchourie, les armées du général Zhang Xueliang en charge de la région se retirent sans chercher la confrontation. Déçu par la situation, Gao part alors rejoindre l'armée de l'air du gouvernement de Chiang Kai-shek. En 1935, après une année de formation et d'études des avions en Italie, il a refusé l'invitation de Benito Mussolini de rester dans le pays, déclarant « Je ne veux qu'être un soldat chinois ». Il est rentré en Chine et a formé beaucoup de jeunes pilotes chinois. Le 7 juillet 1937, l'incident du pont Marco Polo fut l'élément déclencheur de la Seconde Guerre sino-japonaise. 4 mois plus tard, le talentueux pilote Gao Zhiheng perd sa vie lors d'un combat aérien à l'âge de 30 ans. Le 14 août 1937, malgré la faiblesse de la force aérienne et la politique de non-résistance du gouvernement, Gao a insisté pour combattre les forces aériennes japonaises et fut le premier à abattre un avion de combat japonais. Malheureusement, il perd la vie lors d'un raid japonais le 21 novembre à seulement 30 ans. 78 ans après, sa photo et certaines de ses affaires se trouvent dans le mémorial de la résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise, aux côtés de celles de ses camarades, y compris les 1520 dirigeants de régiments ou supérieurs. Il fut l'un des rares à cette époque à partir étudier à l'étranger.
Pendant la guerre contre l'invasion japonaise, peu de soldats sont allés comme Gao Zhihan à l'étranger pour des études des technologies avancées. Ils étaient principalement divisés en deux parties. D'un côté, les hauts dirigeants militaires comme Chiang Kai-shek qui sont partis au Japon et pour y suivre des études dans les écoles militaires. De l'autre, ce sont les dirigeants de l'armée de l'air, de la marine ou des forces spéciales. Par exemple, Gao Zhihan, eux, sont allés en Allemagne, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis pour étudier des technologies avancées. Mais Gao Zhihan était-il différent de ses compatriotes? Non, pas vraiment. Comme beaucoup, il fait partie de ces trop nombreux jeunes hommes qui ont perdu la vie au combat au nom de la patrie. Durant la guerre contre l'invasion japonaise, l'armée chinoise a perdu près de 4 millions de soldats. Un récent recensement a montré que le nombre exact est d'à peu près de 3,8 millions. Nombreux sont ceux qui n'ont même pas laissé un nom. Dans le mémorial, il y a une photo du combat de Yush, un combat des offensives des 100 régiments. Sur la photo, il y avait un soldat très jeune étendu dans une mare de sang. Beaucoup de visiteurs sont étonnés qu'il soit tellement jeune. Mais comment s'appelle-t-il? Personne ne le connaît. Derrière chaque photo, chaque objet exposé, il y a une histoire. Créé en 1987, le mémorial se trouve en plein cœur de la ville de Wanping, tout proche du pont Marco Polo. Des photos, des peintures, des sculptures et des objets anciens sont exposés dans les 6000 m² du site et jusqu'à présent ont accueilli plus de 20 millions de visiteurs, de très jeunes aux personnes âgées, des Chinois et des étrangers. Beaucoup de visiteurs se disent très touchés par les histoires des héros qu'ils ne connaissent guère. Je trouve que la guerre est très cruelle. Je suis très touchée. Je pense que c'est grâce à eux que nous avons une vie heureuse comme celle d'aujourd'hui. Et nous devons chérir la vie. Cette année marque le 70e anniversaire de notre victoire contre l'invasion japonaise. Donc nous voulions amener notre enfant ici en visite et lui demander de retenir l'histoire pour bâtir une Chine plus forte et réaliser notre rêve chinois. 2 heures de visite ne sont pas suffisantes pour connaître toutes les histoires de ces défenseurs de la nation. Leurs histoires individuelles seront sans doute oubliées, mais ils nous laissent la paix et la stabilité pour lesquelles ils se sont battus et que nous devons chérir. Le mémorial a servi dans le passé et continuera à servir de centre à l'avenir pour tous ceux qui ont vécu l'histoire et pour rendre hommage à leurs anciens amis ou camarades et à ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'en savoir plus sur les héros qui n'ont épargné aucun effort pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre en paix. Ceux qui ne devraient pas être oubliés et qu'ils ne sont pas seulement des héros du peuple chinois, mais aussi ceux du monde. Ils ont donné leur vie pour lutter contre le fascisme sur l'un des principaux champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans 1 heure et demie pour une nouvelle édition. Excellente suite de programme sur notre chaîne.